le titre entretien d'embauche et autres demandes excessives, c'est déjà une forme d'émotion pour moi dans l'écriture, dans la façon de vouloir traiter un sujet par le théâtre. Ça veut dire que déjà demander quelque chose est un excès, et demander du travail aujourd'hui revient à ranger ça du côté des choses qui deviennent excessives. Donc il y a un début de douleur, même s'il y a beaucoup de comédie et de légèreté dans le spectacle. Pour moi, le point de départ, c'est un petit début de douleur par rapport au thème. Mmh. Je ne pense pas qu'on renonce à notre rêve ou à notre histoire. Je pense simplement qu'en vieillissant, et c'est ça qui est à la fois triste et adorable, c'est qu'on perd un peu de puissance d'idéal. Je pense tous les rêves qu'on a faits quand on était enfant, qu'on arrive à les réaliser ou qu'on n'arrive pas à les réaliser, à un moment donné, on accepte que les rêves soient abîmés par la réalité. Moi, quand j'ai débuté ce métier, je faisais des spectacles avec une ferveur qui est un peu toujours la même, mais il n'y avait aucune concession. Et puis aujourd'hui, on fait des concessions parce que le travail, c'est pas la même chose que le métier. Mais vous avez changé de métier un peu. J'ai jamais changé de métier. Moi, je fais du théâtre depuis toute ma vie. D'accord. Ouais. Vous étiez comédienne et vous êtes écrivain. Tout ça, c'est la même chose. Je suis comédienne, je suis metteur en scène. D'accord. Tout ça, pour nous, est vraiment le même travail. Mais ça n'empêche pas d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Moi, je m'intéresse beaucoup au monde de l'entreprise, puisque j'ai écrit aussi sur ça, et je fais du théâtre avec des gens qui ne sont pas des acteurs, et effectivement, dont les émotions sont la première chose à laquelle on a affaire, et que je trouve essentielle. Parce qu'on est dans un monde où la posture d'efficacité et de travail nous oblige à dire « ne mets jamais en avant tes émotions ». Or, on sait bien que dès qu'on fait ça, on construit quelque chose qui est un mensonge. Mais ce mensonge, effectivement, est efficace, fonctionne bien dans le monde de l'entreprise, etc. Mais au bout d'un moment, l'être humain, il y a un déséquilibre dans sa façon de se comporter, et par rapport à lui-même, et par rapport à ses propres attentes de lui-même, et par rapport à ce que les autres attendent de lui. Et c'est quoi cet équilibre? C'est à quel moment je peux remettre un peu de moi dans le rapport avec les autres, et à quel moment j'en fais pas un drame si je renonce à quelque chose de moi, parce que je sais que c'est la clé pour que la relation avec l'autre réussisse, etc. etc. C'est tout ce travail-là qui, à mon avis, a vraiment à voir avec le théâtre. Qui a à voir avec le théâtre. Oui, parce que dans le théâtre, on traite directement avec les émotions. On traite avec nous tout le temps. Si on se met à faire une improvisation, là, vous et moi, tout de suite, on se met à jouer quelque chose, par exemple, sur un souvenir. Je vous fais visiter la maison de votre enfance, par exemple. Vous allez rentrer dans des pièces imaginaires, et petit à petit, c'est votre affect qui va nourrir le travail, et puis vous allez commencer à dire « Ah, c'est la chambre où je jouais quand j'étais petit. Ah, ça, c'est l'endroit où on prenait nos repas avec nos parents, etc. » Et après, il y a deux choses. Il y a soit un chemin qui va vers la douleur, le traumatisme, la blessure, et c'est ça qui va émerger. Et puis l'accident émotionnel va transformer l'improvisation en un autre spectacle. Soit tout va bien, il n'y a pas de traumatisme, et on va chercher le spectacle comme vous parlez bien, vous avez une belle voix, vous êtes beau à regarder, c'est joli, etc. Et c'est ça le théâtre, c'est qu'est-ce qu'on met en fait. Et c'est ce à quoi vous avez affaire quand vous faites des interventions d'entreprise? Alors, quand on fait des interventions de théâtre en entreprise, la demande de la direction, la plupart du temps, c'est travailler sur le mieux-être des salariés et travailler sur le mieux collaborer tous ensemble. Donc, après, ça c'est un titre, ils ne savent pas tellement ce qu'on met dedans. Mais nous, on sait bien qu'à partir du moment où on demande à des acteurs d'improviser, c'est-à-dire de se mettre debout et de jouer ensemble, sans savoir ce que nous allons dire, puisqu'on n'apprend pas des textes par cœur, on crée tout de suite cette conscience que sans l'autre, je ne suis rien, mais je dois aussi prendre une place, sinon lui n'aura rien à recevoir, l'autre. Donc on est tout de suite dans l'essentiel. C'est je dois prendre une place, mais je dois aussi le laisser venir à moi, etc. On est dans une parabole absolue de la relation, en fait. La
langue, à la fois, c'est aussi un réconfort, parce que toutes les corporations ont un langage très précis. Nous, dans le théâtre, on a une espèce de lexique où les gens ne comprennent pas toujours et qui nous rassure énormément quand on parle entre nous. Et je pense que toutes les professions ont un jargon qui les aide à retrouver une espèce de cocon. Mais de la même façon, quand on ne fait pas partie de ce groupe et qu'on entre dans un groupe et qu'on assiste aux discussions, on se sent terriblement exclu parce qu'on sent qu'avec toute la posture, il y a le vocabulaire aussi qui va avec. Après, nous, effectivement, les gens de théâtre, ou de littérature ou de poésie, on a le droit, entre guillemets, d'utiliser les mots pour ce qu'ils nous racontent et pas forcément pour ce qu'ils veulent dire. D'où c'est vrai que j'aime bien cette idée je vais mettre un ensemble, comme ça je me sentirai moins seule. C'est d'une naïveté absolue et en même temps, cette espèce de projection de solidarité, moi ça me plaît. Bah oui, des anglicismes. Dans le spectacle, à un moment donné, le recruteur dit à la demandeuse d'emploi, vous auriez temps de me préparer un assessment pour le BDH? Par exemple. Et moi, je sais que j'ai entendu cette phrase. Oui. J'ai éclaté de rire, parce que moi, j'ai le droit d'éclater de rire, puisque c'est pas mon métier. Donc, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai fait waouh. Et ils m'ont dit, bah quoi, non, c'est normal. Nous, tu sais, tous les gens qui sont en background de la chaîne de trailer, on entend ça. Enfin, on entend des phrases incroyables tout le temps. Mais je pense que c'est pas si grave que ça. Il faut bien avoir conscience que ça, toutes les corporations ont cette espèce de chose très propre à leur métier qui est un jargon. C'est pas très grave. Vous savez, nous, les gens qui ne sont pas du théâtre, quand ils écoutent les gens de théâtre parler entre eux, c'est compliqué des fois. D'accord. Ils se sentent pas toujours dans le délire. Hein. D'accord. La vérité absolue, parce que je n'aime pas mentir, c'est que j'ai écrit ce texte pour cette comédienne, pour Laurence, justement parce que dans la vie, elle me fait hurler de rire et pleurer parce qu'elle n'est jamais adaptée aux situations. C'est-à-dire, quand elle rencontre un homme, c'est jamais le bon, on est dans la vie privée, mais quand elle fait une promenade dans la forêt, elle se retrouve au milieu des détritus. Il y a toujours quelque chose qui lui arrive dans la figure à elle plus qu'aux autres, qui fait que j'ai eu envie de la mettre, elle, dans des situations comme ça, parce que j'aime l'avoir en over-réaction, comme disent les Anglais, sur tout ça. Après, pour moi, Laurence, elle incarne cette femme qui n'a plus 20 ans, qui en a 50, qui a des enfants, qui a une vie privée qui n'est pas facile, qui a eu des histoires, etc. Enfin, qui est madame, nous tous, et qui bosse, et qui gagne sa vie, et qui élève ses mots, mais qui se débrouille, et qui se plaint pas, et qui va de l'avant, et qui essaye quand même de nous faire rire, moi j'aime ça, c'est un personnage de Woody Allen, Laurence, c'est un personnage éminemment urbain et d'aujourd'hui, et effectivement que pour une femme aujourd'hui qui a cette vie-là, c'est pas toujours marrant, on va pas se plaindre, elle n'est pas dans la rue, mais je trouve qu'il y a beaucoup de courage, et qu'effectivement, la relation à son corps, à l'image qu'on renvoie, à la séduction, au pouvoir, c'est quelque chose dont on peut sourire, mais qui finalement fait du mal. C'est avéré, ça existe et c'est légal, un entretien en contact indirect, c'est-à-dire un recruteur qui n'est pas vu par le candidat, ça c'est pas ultra courant, mais ça existe, permet d'évaluer en toute discrétion les postures du candidat. Cette phrase existe dans les codes de déontologie, de tout, enfin bon, on le sait, alors, ça ne veut pas dire qu'il y a harcèlement, ça ne veut pas dire qu'il y a manipulation, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut simplement dire que quelqu'un s'adresse à quelqu'un qui est en position de demandeur, ne voit pas la personne à qui il s'adresse,
magnifie l'inconnu, c'est-à-dire le mystère de la voix, de la présence qui devine derrière la vitre, mais en étant en position de demandeur, on sait tous qu'on est fragile, donc moi c'est ça qui m'intéresse, parce que je trouve que c'est très théâtral. C'est vraiment de l'ordre de la prière, de l'adresse à Dieu, voilà, la définition même du théâtre, c'est je suis sur la scène et je m'adresse, c'est-à-dire j'adresse quelque chose à quelqu'un, et je trouve que là on est complètement dans la parabole du recrutement. Pourtant, le fait que ce soit hors de la vue, c'est déjà un pas vers... alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans vos stages en entreprise, c'est déjà un pas vers une machine qui peut faire un entretien. Une machine... Sauf que c'est quelqu'un qui vous parle, c'est quelqu'un qui rit, c'est quelqu'un qui va rebondir sur ce que vous dites, qui va tousser, qui va se gratter la gorge, c'est un humain. Et on le sait que c'est un humain en face de nous. Et parfois, c'est même un humain qui a l'air très sympathique. Donc, c'est compliqué parce qu'on est tiraillé entre est-ce que je dois créer une relation avec la personne ou bien est-ce que je dois déshumaniser puisque c'est ça qu'on me propose. Et là, il faut être fort. C'est-à-dire, soit le candidat va bien et il n'a aucun problème avec ça et il sait qui il est lui-même, donc il choisit de rester dans une forme d'humanité et tant pis s'il déplaît. Soit il est fragile, qui évidemment moi m'intéresse au théâtre, m'intéresse plus au fragile qu'au fort, et à ce moment-là, ça se dérègle, et on cherche l'accident. C'est effectivement ce qui se passe avec les différents tableaux qu'on voit, interprétés par Laurence Fabre, de personnes qui sont en difficulté, soit avec leur demande, parce qu'elle est trop forte, cette demande d'amour, soit avec ce que l'autre voudrait qu'elle soit. Oui, et à quel moment je suis plus capable d'adapter ma réponse à ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire, à un moment donné, le recruteur lui dit « Bon, on va se laisser maintenant, donnez-nous un petit délai, on va réfléchir à votre candidature. Vous nous dites une dernière chose pour... Et la fille, au lieu de dire je ne sais pas ce que dirait quelqu'un d'aujourd'hui, écoutez, en tout cas, sachez que je suis très motivée, que je suis très heureux de rentrer dans votre entreprise, elle dit... je vais vous raconter l'histoire de mon amitié avec une vache. Ça veut dire qu'il y a une espèce de petite bascule dans sa psychologie, dans son mental, qui fait que cette fille, elle est un peu bouleversée, et qu'au lieu de dire ce qui va l'aider, elle va partir dans une digression sur sa vie, sur ses émotions personnelles, chose que, bien sûr, qui n'existe pas. Là, on est dans du théâtre, moi, je n'ai pas fait un documentaire, mais choses qui sont quand même pas... évidemment pas présentes dans des entretiens d'embauche, mais qui peuvent soit vous fracasser, parce qu'on va dire, bon, ok, elle est perchée, terminée, elle n'est pas adaptée à ce qu'on attend d'elle, elle est trop dans l'affect, on oublie, ou alors, intéressant, cette fille est capable de rentrer dans l'affect et de parler d'elle, ça nous intéresse, parce que les deux peuvent se produire. Ça touche... du coup, ça touche quand même l'intime. Oui, bien sûr. Mais parce que je pense aussi que l'identité profonde des gens n'est pas sollicitée suffisamment dans la vie, et pour cause, puisque quand vous allez acheter une baguette, on ne vous demande pas de raconter votre vie, et on ne demande pas que la boulangère raconte qu'est-ce qu'elle ressent quand elle met les mains dans le pétrin, surtout que maintenant il n'y a plus de pétrin, enfin bon, bref. Mais on n'est pas sollicité d'un point de vue émotionnel dans la vie, on est sollicité d'un point de vue émotionnel que quand il y a des drames. Donc forcément, dès que quelqu'un se met à se raconter ou à nous parler de lui, soit c'est très gênant pour tout le monde parce que c'est associé à un drame, genre un attentat, un truc qui se passe dans la rue, etc. Soit on se dit elle est folle. Or c'est pas vrai, c'est simplement que le besoin de se raconter est profondément lié avec la sensation qu'on a de ne pas exister. Et moi je trouve ça toujours intéressant quand dans le métro vous croisez quelqu'un qui va vous dire excusez-moi, vous avez l'air, je sais pas, j'ai perdu ma montre ce matin, je sais pas ce que j'ai. Il en dit un tout petit peu plus que la réalité. Et nous les gens de théâtre, on s'accroche plutôt à ces moments-là. Quand vous allez voir une expo d'art contemporain, on voit quelque chose de figé alors que l'art est en mouvement, c'est la même chose. C'est comme si vous allez voir une expo
Et là, sa conseillère de Pôle emploi, elle l'emmène au musée du monde du travail. Ça veut dire, effectivement, il y a une espèce de truc un peu mort, un peu figé dans l'évolution. Mais ce qu'elle regarde, c'est devant elle, dans cette espèce d'aquarium bizarre, c'est une espèce de parabole de la société actuelle. C'est au contraire il nous bourre avec ça dans la société. Tous les jours, il faut aller voir une expo sur le transport en Île-de-France, enfin, je dis n'importe quoi. C'est avec des flèches, des schémas, les actifs, les inactifs. Ah, on est là, nous, ah, d'accord. Tout ça pour à la fin. Alors le musée, c'est plutôt la métaphore d'un. Comment on pourrait dire ça? D'un graphique, d'un schéma, d'un. Oui, peut-être d'avoir mis en équation la réalité. D'un tableau de chiffres, oui. D'un tableau de. Oui. D'accord. Et peut-être aussi cette idée, pour rejoindre ce que vous disiez en préambule aussi sur ça, c'est que il y a quelque chose qui est mort, même si le monde est en mouvement, il y a quelque chose qui est un peu morbide et mourant dans le mot travail. C'est un petit peu le débat d'hier soir. C'est-à-dire qu'on rêve d'un travail et on fait un boulot, quoi, à l'arrivée. C'est pas du tout la même chose. Alors là, oui, là je perçois mieux oui. L'angle du musée. Donc l'enfant qui rêve de quelque chose depuis qu'elle ne le fera pas, et puis après qui se retrouve dans des statistiques, et c'est plus quelqu'un qui cherche un métier ou qui veut faire son métier, c'est quelqu'un qui est inactif. Enfin voilà, c'est cette prise de conscience-là quand d'un seul coup on se retrouve sur un graphique. Et moi je fais partie par exemple quand je dis les statistiques, j'aime pas du tout, je suis dans les femmes qui n'ont pas d'enfants, machin, enfin j'ai des trucs, et j'ai envie de dire, je vous emmerde, c'est pas évident de se retrouver comme ça de... C'est les cases, en fait. Oui. Les cases. Les cases, C'est aussi le moment où on craque, c'est-à-dire ce fameux burn-out, le moment où on n'en peut plus, c'est-à-dire tout ce qu'on a supporté, on sait tous qu'on est dans la demande. Vous croyez Oui, je pense que les gens savent qu'ils sont dans la demande, mais plus les gens d'ailleurs sont de conditions modestes, plus ils savent qu'ils sont dans la demande, mais plus ils le savent, plus je veux dire ils l'assument. Moi, ma maman, elle me disait toujours oh, qu'est-ce que ça me plairait un jour de pouvoir faire partie de ceux qui donnent et pas de ceux qui demandent. On l'oppose souvent demander à donner. Moi, je pense qu'il faut un équilibre, que trop donner, c'est pas bon, trop demander, c'est pas bon non plus. Enfin, il faut un équilibre. Mais non, mais là, c'est plutôt un argument théâtral, c'est-à-dire de mettre en parallèle, si vous voulez, en miroir, le fait de chercher du travail et de demander du travail avec j'en peux plus de vous demander de me regarder, de vous demander de m'aimer, de vous demander de ne pas mourir, j'en peux plus, voilà. C'est juste de montrer l'état dans lequel ça nous met quand au bout d'un moment, on ne reçoit plus, quoi. On ne fait que supporter, et d'où les burn-out, d'où les gens qui sont en crise personnelle, parce qu'ils craquent, et qu'au bout d'un moment, ils ne sont même plus capables de voir ce qui leur est donné, alors que des choses leur sont données, mais il faut être fort pour les attraper, ces choses-là. C'est quand même une relation asymétrique. Oui. Moi, je connais quelques personnes qui sont des immenses stars, qui ont énormément d'argent, énormément de pouvoir, énormément de réussite, de succès, à qui, aux yeux du monde, il ne manque rien, et lorsque vous discutez avec eux, il leur manque tout. C'est-à-dire, ils sont les plus grands demandeurs que la Terre ait porté. Donc c'est insoluble, cette histoire. C'est où? Ça se situe où, ce truc de... ce que j'ai à demander me convient parfaitement, et c'est pas trop pour moi. Je ne sais pas où c'est. Peut-être que c'est la sagesse extrême, et peut-être que dans d'autres civilisations, on vivrait ça d'une façon beaucoup plus calme. Mais chez nous, c'est violent. Toutes les situations d'entretien d'embauche qui sont dans mon spectacle sont des situations réelles. Après, j'ai pas fait un documentaire, j'ai fait du théâtre.
Mais toute la base est possible et vraie, et je suis parfois en dessous de la vérité par rapport à ce qui se passe dans les entretiens d'embauche. Après, la partie de mon spectacle qui n'est pas les entretiens d'embauche, c'est-à-dire les considérations que le personnage féminin a sur comment est-ce qu'il faut s'habiller, bon, bah, ça c'est le travail avec les actrices en général, c'est cette angoisse du paraître, toutes les questions sur est-ce que je suis conscient de ce qui émane de moi. Ça, c'est très intéressant aussi, c'est dans notre métier tout le temps. Donc j'ai fait un mélange entre la réalité de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise et puis la psychologie profonde des femmes en milieu urbain en demande. En demande. Ouais. Est-ce que l'actrice intervient en entreprise elle-même ? Pas du tout. Pas Laurence du tout. ne connaît pas du tout ça, mais elle est, comme elle a une immense sensibilité, je me suis beaucoup appuyée sur elle. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, Laurence. Donc, quand elle joue quelque chose, je sens tout de suite si ça lui parle ou pas.